Imaginons, ne serait-ce qu'un instant, un monde où la mécanique infernale d'un système en perdition cesserait enfin de broyer les êtres, les rêves et les solidarités. Un monde où les rouages de la peur, de la concurrence imposée, de l'accumulation sans limite seraient enrayés, non par miracle, mais par une décision collective, démocratique et résolue. Ce monde ferait le choix d'une autre logique, celle d'un développement réellement humain, dans lequel l'homme et la femme ne seraient plus les variables d'ajustement d'une économie sans contrôle, mais le moteur, la mesure et la finalité de l'action publique. Dans ce monde à réinventer, les appétits insatiables de quelques individus, avides de puissance et de profit, ne dicteraient plus leurs lois au gouvernement. Les intérêts privés ne se déguiseraient plus en nécessité économique, et les décisions publiques ne seraient plus prises sous la pression de marchés anonymes, de lobbies influents ou de puissances financières sans visage. Il ne suffirait plus de soulager les malheurs une fois qu'ils ont frappé. Il faudrait surtout avoir le courage politique de combattre les causes qui les produisent, de nommer les responsabilités, de réguler les puissances dominantes et de s'attaquer aux mécanismes qui fabriquent l'injustice. Les salariés ne seraient plus considérés comme de simples producteurs de profit, interchangeables, soumis à l'urgence permanente et à la menace du déclassement. Ils ne seraient plus placés en concurrence, les uns contre les autres, ni regardés comme des coûts à réduire, des adversaires à surveiller ou des ressources à épuiser. Leur expérience, leur intelligence, leur fatigue, leur créativité et leur dignité deviendraient des réalités, pleinement reconnues dans l'entreprise comme dans la loi. Le travail ne serait plus seulement un instrument de rendement, mais un espace de droit, de représentation, de coopération et de contribution au bien commun. Alors, la compétitivité ne se mesurait plus seulement à la vitesse de production, au niveau des dividendes ou à la capacité de réduire toujours davantage les protections collectives. Le bien-être deviendrait l'indice majeur de la réussite sociale et le critère central des politiques publiques. On jugerait une société à la santé de ses habitants, à la qualité de ses services publics, à la sécurité de ses parcours, à la confiance qu'elle inspire et à la place qu'elle accorde aux plus fragiles. La véritable richesse ne serait plus celle qui s'accumule dans quelques mains, mais celle qui circule, protège, élève et libère. La condition humaine deviendrait l'unique valeur cotée en bourse, non pas dans le langage froid des spéculations, mais dans celui d'une exigence morale et politique partagée. Chaque existence compterait davantage qu'un indice financier. Chaque destinée pèserait plus lourd qu'un bilan comptable. On investirait dans l'éducation, la culture, la santé, le logement, la justice, l'écologie et la paix, avec la même détermination que l'on a trop longtemps réservée à la conquête de profits immédiats. La réussite ne serait plus l'écrasement silencieux des uns par les autres, mais l'élévation commune organisée par des choix publics assumés. Les peuples, libérés des divisions artificielles qu'on leur impose pour mieux les opposer, n'auraient d'autre aspiration que leur solidarité. Ils comprendraient que nul ne se sauve seul, que la souffrance d'un territoire, d'un métier, d'une génération ou d'un pays finit toujours par interroger l'humanité entière. La fraternité ne serait plus un mot gravé sur les frontons,
mais une pratique politique quotidienne. Tendre la main, partager les savoirs, protéger les droits, défendre les services publics, refuser l'humiliation et construire ensemble des lendemains habitables. La liberté, enfin, ne serait plus confondue avec le privilège des plus fortunés d'imposer leur volonté au plus grand nombre. Elle ne serait pas le droit du plus puissant à dérégler, posséder, licencier, spéculer ou dominer. Elle deviendrait, pour chacune et chacun, une liberté réelle, garantie par des droits effectifs et par des institutions capables de protéger les plus vulnérables. Apprendre, travailler dignement, aimer, créer, se loger, se soigner, participer aux décisions qui engagent l'avenir commun. Vivre sans craindre que le lendemain efface brutalement les efforts de la veille. Un tel monde ne relèverait pas d'une naïveté rêveuse, mais d'une lucidité courageuse et d'une volonté politique. Car imaginer autrement, c'est déjà contester l'évidence fabriquée de l'injustice. C'est refuser que les choix économiques soient présentés comme des fatalités, alors qu'ils sont d'abord des décisions humaines. C'est rappeler que l'économie n'a de sens que si elle sert la vie, que la démocratie n'a de grandeur que si elle donne réellement pouvoir au peuple, et que le progrès n'est véritable que lorsqu'il rend l'existence plus digne, plus sûre et plus humaine.